Depuis 2 ans donc, j'ai honte de le dire car il devrait être fini, je traîne joyeusement, fébrilement avec moi le chantier d'un livre sur le désir, pas du tout psychanalytique mais littéraire, seulement littéraire j'ai envie de dire. J'ai espoir d'en venir à bout et peut-être que cette communication en est un morceau, un appendice ou un premier paratexte. Il m'est arrivé souvent d'employer pour évoquer l'écriture la métaphore sexuelle. Il est assez remarquable qu'en général, la bienséance commande que l'on fasse le contraire. Le comparant doit être plus présentable que le comparé, ce qui confère au discours sur le sexe un air de ne pas y toucher, qu'on associe à une pudeur de bon ton. Ce renversement des termes de la comparaison me paraît pourtant plus efficace, car graphique, et peut-être plus honnête, parce qu'il veut montrer et non dissimuler. C'est encore ce que je me propose de faire aujourd'hui. Si l'image est triviale, le sujet en est pourtant très sérieux. C'est une communication de recherche-création. Vous en pardonnerez la liberté et l'usage de la première personne. Le moment de l'écriture n'est pas un. Il est toujours disjoint, tendu, entre les prémices, le projet désir en train de se faire droit, de transgresser l'injonction du réel, de se laisser libre cours, et son actualisation nécessairement déceptive, fiction en train de se faire jour, de se fixer sur papier, c'est-à-dire à la fois de s'assumer, renoncer au secret, devenir légitime, socialement acceptable, donc moins transgressive, et in fine, comme le plaisir en général dit Sénèque, périr de par son propre usage. Le désir d'écrire vient-il jamais sans désir de ne pas écrire et de ne pas lire, de préserver l'inachèvement de l'exercice fictionnel pour n'en jamais sortir? Dans cette double tension, la tentation et l'habile changent de côté à mesure que se performe l'exercice, à partir d'un corpus métalittéraire consacré à la pratique de l'écriture fictionnelle, et en me faisant cobaye de l'expérience, j'interrogerai ce drame du désir d'écrire et la tentation qui s'y joue. Mon ordinateur m'a proposé cette illustration et je l'ai acceptée. Selon Christophe Donner, c'est du manque, donc du désir, que naît l'imagination. J'ai soif, j'imagine que je bois, j'ai faim, j'imagine tel festin, je l'aime, j'imagine notre premier baiser. Je ne vois pas là une performance créatrice ni spectaculaire, ni bouleversante. Raconter le supplice de sa faim, de sa soif, décrire les délices de son état d'amour, se consacrer aux effets présents avant que l'eau, le repas, le baiser ne viennent effacer tous les désirs qu'on en avait, cela est une autre paire de manches. C'est le grand défi que lance le réel à l'art. Si l'on suit Donner, ici, l'écrivain, être de désir qui dépense sa libido en écriture, donc en fantasme, ne saurait faire face à son désir que de deux manières, soit en le décrivant fidèlement, douloureusement, soit en le comblant par l'avatar de la fiction. Mais le désir peut-il se satisfaire dans l'écriture, dans le geste même, au moment de le performer, dans l'anticipation de sa fin que j'idéalise, ou en achevant le texte, en mettant au monde le livre, en le livrant à autrui, ou bien sa satisfaction n'est-elle que partielle et fugace dans la transgression des interdits et des impossibles successifs qui jalonnent l'écriture. Donner oppose autobiographie et fiction et ramène la fiction entre rêve et fantasme à l'idée du comblement du désir. On pourrait rapprocher la fiction du processus du rêve, tel que Freud le décrit par exemple ici. Le rêve expose les faits tels que j'aurais souhaité qu'ils se fussent passés. Son contenu est accomplissement d'un désir, son motif, un désir après complète interprétation. Tout rêve se révèle comme l'accomplissement d'un désir. En quoi jouit-on de l'écriture de fiction ? Il y a quelque magie à réaliser ce qui ne l'a pas été, pouvait-on lire il y a quelques années sur les panneaux d'affichage poétique dans les rues de Montréal. L'écrivain Jacques Damade avait remplacé dans la préface d'un livre sur Baudelaire le terme magie par celui de sorcellerie. Alors réaliser égale prendre conscience que ça n'a pas été, ce qui revient à regretter d'autant plus fort, et réaliser revient à actualiser, à faire advenir, comme on réalise un fantasme. C'est ici que la fiction entre en jeu, avatar de la vie, consolation éventuelle, tentative de réparation symbolique. En ce qui concerne la notion de semblance, je soutiendrai que la distinction entre les actes authentiques et fins s'émousse lorsqu'il s'agit de fiction, écrit Thomas Pavel. Les événements du roman sont vivement ressentis comme possédant une sorte de réalité qui leur est propre et qui permet au lecteur de s'associer, souvent sans réserve, aux aventures et réflexions des personnages. Pierre Bayard construit sur ce socle sa théorie des univers parallèles appliqués à la littérature. L'idée que l'on peut considérer plusieurs réalités à la fois, plusieurs expressions simultanées de la même vie. Ce principe même que Kieslowski a rendu tangible dans La double vie de Véronique, postant son héroïne dédoublée des deux côtés du rideau de fer après sa chute en 1992. L'idée de Bayard
revient à considérer la fiction au même titre que la réalité et à donner du crédit au fantasme. Chapitre 1er, Il existe d'autres mondes. Le chat de Schrödinger, où l'on voit que le même chat, si on lui fait suivre le traitement proposé par le physicien Schrödinger, peut se retrouver dans la situation singulière d'être à la fois vivant et mort. À suivre la théorie des univers parallèles, que prennent de plus en plus au sérieux les physiciens, je ne suis pas seulement en train d'écrire ce livre, mais aussi de diriger un orchestre symphonique, de mener une enquête à Scotland Yard et de faire l'amour avec une star de cinéma. Et il achève ainsi son livre, je ne peux pas dire ni roman, ni complètement essai. Ces réflexions me viennent souvent à l'esprit quand je rentre le soir du studio après une journée de tournage et que je flâne en voiture sur les boulevards qui bordent la mer. Quand la nuit tombe sur les collines d'Hollywood, dont le soleil couchant illumine les contreforts, je ne peux m'empêcher, en remontant vers la maison Benedict Canyon ou ma tante Scarlett, de songer à toutes les existences moins passionnantes que je mène ailleurs au même moment et de me dire qu'une chance immense m'a été donnée d'habiter ce monde. Comme le chat de Schrödinger, ma fiction est à la fois accomplie et inaccomplie. La vie hollywoodienne de Pierre Bayard est à la fois vraie et fausse. Les fantasmes, dit-on, ne sont pas faits pour être réalisés et les rêves révélés laissent souvent un goût amer au réveil. Comment fonctionne donc la fiction dans ce drame du désir qu'est l'écriture fictionnelle en train de se faire ? La réalisation du fantasme est-elle nécessairement déceptive ? Comme la résolution de l'énigme à la fin du roman policier, qui défait toute la tension du suspense en une agrégation du puzzle, des pistes à suivre, acmé et soulagement, coït, dénouement, et immédiatement après béance, glas du possible, des possibles trucidés sur papier par le point final. Voilà, c'est là, circonscrit dans un nombre fini de mots, achevé, mort. Nous pouvons désormais penser à autre chose, reprendre la vie ou, comme disait une célèbre émission française, reprendre une activité normale. J'aurais voulu encore rêver un peu. J'essaie de retourner à ma nuit et j'échoue évidemment à reprendre le cours du rêve. Tant que je retiens la fin de ce faire jour, de ma fiction, la toile est infinie. Je ne peux désirer finir et je ne peux désirer que finir. C'est donc Pénélope par Honoré Daumier. La seule énigme qui continue à nous habiter est celle non résolue qui poursuit sa hantise. Cold case, œuvre ouverte, équation impossible. C'est parce qu'il manque une pièce au puzzle que nous continuerons à chercher. Ce plaisir de la dépense et de la construction, plaisir du jeu et plaisir de l'anticipation du château à venir ne se prolonge qu'à la condition de ne jamais finir. Le plaisir aboutit à un point où il cesse. Pour l'écrivain, c'est Sénèque toujours. Pour l'écrivain, la fin du manuscrit est ce renoncement à vivre dans la bulle du texte en train de se faire. Accepter que le texte soit fini, c'est couper le fil qui nous y relie, qui nous rend nécessaire à son accomplissement. Un texte clos est un texte mort. Que peut désirer l'écrivain si ce n'est ne jamais finir son œuvre ? À cet instant de l'écriture, l'instant où je me projette dans la satisfaction jamais atteinte de l'œuvre accomplie, je suis une Pénélope, je rêve mon œuvre, j'en rêve parfois la nuit, mes personnages prenant forme et vie, ce qui me donne la satisfaction fugace d'avoir peuplé mon inconscient de fantômes que je lui ai choisis, échappant à la domestication de ma vie intérieure par des intrus. L'écriture essayistique ne possède qu'un peu ce pouvoir de ressourcement. Elle ne requiert ni n'autorise la dénégation. Faire abstraction du monde et de ses contingences, de ses menaces, de son impérialisme, fait de moi un point dans la masse organisée de l'ordre du monde. Le contrat paradoxal d'irresponsabilité réciproque, ainsi que le nomme Genette, est l'apanage de la fiction. C'est la surprise finale du banquet de Platon, par exemple, tandis que tous les orateurs ont tenté de théoriser l'amour, Alcibiade entre, ivre et perdu. Sans tenter de l'expliquer, il incarne l'amour. Le roman ne fait pas autre chose. C'est à sa puissance identificatoire qu'il doit de rendre possible virtuellement la rencontre. Par le prisme du personnage, du sentiment, de la situation, le désir de l'auteur et du lecteur se superposent un instant. Il n'y a jamais eu de grande différence pour moi entre le désir et le désir d'écrire, écrit Camille Laurence. C'est le même élan vital, le même besoin d'éprouver la matérialité de la vie. Il me semble qu'on n'a pas assez dit comment l'activité d'écrire s'enracine dans le désir, dont elle est une des manifestations essentielles. Le même élan qui me tire du lit chaque matin m'assoit devant mon ordinateur, me fait ouvrir un livre, écrit Belinda Canonet dans l'écriture du désir. Comment performer une transgression dans un dispositif ouvert, socialement valorisé ? Se dérober à la marge de la fiction, ne pas finir l'histoire, ne pas obéir aux lois du genre, que transgresse-t-on en écrivant ? La lecture fut autrefois transgressive, vice impuni pour l'Arbaud, l'écriture aussi. Que reste-t-il de ce soufre qui les rendait si désirables ?
Car si on écrit aujourd'hui pour se faire du bien ou pour faire le bien, si la lecture est élevée ou dégradée au rang d'outil de développement personnel, le désir qui se performe dans l'écriture, devenu souhaitable, n'est-il pas défiguré ? C'est à la fois d'une réalité sociétale que je parle et de ma propre pratique intime, après avoir écrit contre pendant mon temps volé à la vie, à la thèse, aux devoirs, aux copies. À l'époque où le doyen de la faculté des lettres de Nice me disait « Bon, maintenant vous arrêtez les conneries, vous mettez les romans de côté, vous finissez votre thèse », je suis maintenant dans l'obligation de produire de l'écriture au titre de la recherche-création et au titre du rayonnement universitaire, 2 des 4 tâches professorales qui me sont assignées. Une des questions que l'on pose aux chercheurs-créateurs, et en d'autres termes à l'écrivain, c'est « Quelles sont les retombées, sous-entendues positives, de votre travail sur la société ?» Dès lors que l'écriture est un but à atteindre, et non le moyen de dévier de la contrainte sociale, comment puis-je encore la désirer ? Comment puis-je enfin y faire éclore un moment de transgression qui soit ma liberté ? Qu'est-ce qui me tente encore en elle ? La nature intime de mes écrits trouve sans doute ici sa source. L'écriture est le lieu que je me donne, ma cour de récréation. Depuis que l'écriture est aussi mon emploi, je m'assigne le droit et le devoir, je dirais hygiénique, de ne consacrer mes écrits qu'à l'intime, afin que n'y entre pas la tâche sociale qui en briserait le désir. C'est une question de contamination, un geste barrière, si vous voulez, pour protéger ma liberté. L'obstacle numéro 2, c'est la publication. Une autre contrainte, je dirais, la plus dangereuse, est la nécessité de livrer l'écriture au désir des autres. Si j'écris pour séduire, pour plaire, je suis encore esclave d'une injonction massive qui me vole ma liberté. L'image du désir de l'autre, ou de son indésir, de son rejet, hante ma cour de récréation et me dépossède de mon imaginaire. Publié, le texte cesse d'être mon abri. Il devient au contraire le lieu de ma nudité publique, de mon exposition, ma mise en danger. Il arrive que le texte que je chérissais comme abri devienne un tel lieu de souffrance, parce qu'il est mon interface avec le regard d'autrui, que je finisse par le haïr. Il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites, écrit Stig Dagerman dans Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ce que j'appelle ma cour de récréation est peut-être l'intégrité psychique qui revendique qu'on cesse les persécutions. La fiction est le refuge que je me donne contre la vie, le sous-sol de Kafka, le retrait, mais sa date de péremption est celle de la publication. Dagerman souligne le paradoxe suivant, mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai. Quand j'écris contre les autres, et dans l'espoir fou que je parviendrai à les convaincre, à les toucher sans y laisser ma peau, ou plutôt ma dignité, mon intégrité psychique, car on sait bien depuis Léris et la tauromachie que la peau d'un écrivain n'est guère plus épaisse que son ego. Si je jouis du geste en train de se faire, c'est aussi et seulement dans l'anticipation de montrer mon œuvre à autrui. J'ai aimé me raconter que mon idéal d'existence consisterait à écrire dans la solitude, comme Salinger ou sa légende, à déposer tous mes manuscrits dans une malle scellée pour l'éternité. Je dois reconnaître que ce fantasme est de mauvaise foi. Il était fort rassurant de me raconter que mon désir dans la fiction était autonome. L'onanisme est une liberté satisfaisante dans la mesure où elle nous conforte dans l'idée de notre souveraineté. Je dois l'avouer, dans l'euphorie de la création, mon plaisir le plus fou vient de ce que je fantasme l'édification de mon château de cartes sous le regard admiratif de mon lecteur idéal. Je sais, car je suis schizée mais lucide, divisée entre mon euphorie enfantine, fantasmant le désir d'autrui, et la conscience que ce fantasme est un moteur, une pulsion de vie qui me porte, un élan de création qui me semblera dérisoire une fois la fin atteinte. Je sais que cette jouissance ne se joue qu'à l'instant de son anticipation et que probablement elle n'aura pas lieu. Elle est furtive, elle m'échappe à mesure que je m'approche de son achèvement. C'est le paradoxe de Zénon. Je peux réduire infiniment la distance qui me rapproche de mon lecteur à venir. Je ne le toucherai jamais. C'est pourtant pour lui que j'écris, mon lecteur idéal, pour me sentir exister dans ses yeux. Dans mon roman Bermude, la narratrice raconte le délice de voir en visioconférence les yeux de son lecteur glisser sur les lignes qu'elle a écrites, guettant sur son visage, comme une espionne, la réaction, la connivence, contemplant l'impression qu'elle fait à autrui. C'est évidemment une scène érotique. Dans un autre chapitre, elle écrit à l'homme qu'elle aime une critique élogieuse du livre qu'il vient de publier. Ce chapitre s'intitule « Ceci n'est pas une pipe » et la critique est la forme la plus aboutie du rapport sexuel qu'ils ne peuvent avoir ensemble. J'ai longtemps écrit pour mon père, pour mon compagnon. Ma mère est toujours une lectrice fidèle. Je peine à écrire pour personne. Je cherche une adresse, un but.
Le rapport de l'écrivain au lecteur est analogue, de l'auteur au lecteur, est analogue à celui du mâle à la femelle, écrivait Sartre. J'ai développé ailleurs ce que sous-entend une telle conception de la relation littéraire qui fait de l'écriture féminine une prise de pouvoir contre nature, donc foncièrement politique. J'écris pour te pénétrer, toi, lecteur, et c'est ma revanche sur la physiologie, vous me pardonnerez l'autocitation. Mais au-delà du fantasme réalisé de pénétrer la psyché de mon lecteur, ce qui fait le prix de l'écriture, c'est l'illusion que la rencontre se produira, que le désir qui se manifeste dans mon acte d'écriture trouvera son sens en comblant le désir d'autrui. Si l'autre valide la légitimité et la pertinence de mon désir, alors je suis. Le désir d'être lu, narcissique, forge l'image du lecteur idéal, celui qui serait capable d'attester mon existence en me lisant. Plus je reconnais son jugement, éventuellement son talent ou son autorité esthétique, plus sa validation me sera précieuse. Car il y a dans le regard d'autrui posé sur mon texte un enjeu d'adoubement. Un psychanalyste pourrait dire « c'est l'excrément de l'enfant offert à la mère et le regard émerveillé qui l'accueille, il n'aurait peut-être pas tort ». Ainsi, lorsque je confie mon manuscrit tout neuf à un proche ou à un éditeur, je lui donne tout pouvoir sur moi. Il est souvent peu conscient de sa responsabilité à cet instant, car je la lui cache de peur qu'il se défile. Qui savourait amoureux à une première date courrait le risque de se voir abandonné avant de passer commande. Néanmoins, je ne suis pas dupe de mon désir. J'ai besoin, pour persévérer dans l'écriture, de croire que cet adoubement viendra, plus que de l'adoubement lui-même. Je crois à l'autre pour croire à ma fiction. Et l'inatteignable, c'est mon lecteur. C'est lui que je ne toucherai jamais, quels que soient mes efforts pour l'atteindre, et alors même qu'il est mon unique cible. Pourquoi ne le toucherais-je pas ? Parce que lui, le lecteur, c'est lui-même qu'il cherche dans mon texte. Notre rencontre sur le papier ne peut être qu'un malentendu. La démarche du lecteur n'est pas plus honnête ni généreuse que la mienne, ainsi que le montre avec malice Jean Cocteau dans La difficulté d'être. Je lis, je crois lire, chaque fois que je relis, je m'aperçois que je n'ai pas lu, c'est l'ennui d'une lettre. Les livres nous jouent le même tour, s'ils ne correspondent pas à notre humeur présente, nous ne les trouvons pas bons, s'ils nous dérangent, nous en faisons la critique, et cette critique s'y superpose, nous empêche de les lire loyalement. Ce que le lecteur veut, c'est se lire. Et le lecteur croit lire. C'est d'ailleurs par la lecture que commence souvent, pas toujours, l'écrivain. Si Jean-Philippe Toussaint revendique de ne pas avoir été un lecteur avant d'écrire, et de ne l'être devenu que pour cela, il rapporte tout de même que c'est par une lecture fondatrice que lui est venu le désir d'écrire, par identification. Dans C'est vous l'écrivain, le 7e commandement, énoncé par Toussaint, est « Je laisserai une place au lecteur ». Il faut, dit-il, laisser au lecteur des vides à compléter. C'est le principe de l'œuvre ouverte. Je ne suis jamais aussi heureuse que lorsque l'écrivain me laisse finir sa phrase, deviner le coupable, me mettre à sa place, car au fond, ce livre, si je l'aime, c'est que j'aimerais l'avoir écrit. La solitude semble donc constitutive de l'écrivain, pulsion de vie ou sacrifice de la vie. La mythologie romantique veut que l'écrivain soit mis en quarantaine afin de pouvoir écrire sur le monde. C'est la tour d'ivoire. Je ne peux exister par écrit qu'à la condition de ne pas exister autrement. Je cite Belinda Canonet. Le Décaméron décrit le geste existentiel par excellence de l'écrivain, celui qui, le regardant sans cesse, s'extrait provisoirement du flux du monde pour le lire. Monstre, observateur silencieux, habitant de la cave, disait Kafka, l'écrivain est celui qui se met à l'écart, de temps en temps, pour dire qu'il a vu et inventé ce que nous n'avions pas encore perçu. C'est une erreur de croire que la littérature peut être prélevée sur le vif. Il faut sortir de la vie, écrivait Virginia Woolf. Pour essayer de dire le monde, on doit s'absenter momentanément. S'il faut sacrifier la vie à l'écriture, la tentation devient peut-être celle de ne pas écrire. C'est la grande leçon de ma vie d'écrivain, écrit Jean-Philippe Toussaint. Dans la perspective même d'écrire, ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire. Ne pas écrire, voilà le secret, mais il faudrait peut-être ne pas en abuser. La tentation, souvent, peut surgir de renoncer, d'abandonner l'ouvrage en cours, mais il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue dans les périodes de sécheresse ou de doute, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'exponentiel dans le travail de l'écriture. Lorsqu'on cale sur un passage, il faut garder à l'esprit qu'on prépare le terrain à l'élan futur qui finira par porter le travail, car quelque chose d'invisible travaille en nous de façon souterraine, et quand la vague surgira, son déferlement sera proportionnel à la constance de l'effort consenti au préalable. Je trouve remarquable dans cette citation qui sonne comme un prêche, qu'il soit ici non plus question de logique ou d'expérience, mais de foi. De ce genre de foi pragmatique,
que l'on nourrit, que l'on entretient en soi par survie, parce qu'elle nous fait du bien. On est proche ici, me semble-t-il, du développement personnel et d'une idéologie de l'autosuggestion. Mais le silence de Toussaint n'est que l'élan pris pour écrire, tourné encore vers l'idée de l'efficacité. La tentation du silence est du côté de Stig Dagerman, qui voit en lui un pouvoir supérieur à celui des mots. Ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité. Aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ce que j'essaie de poser comme principe nécessaire à l'accomplissement de l'écriture d'un roman, c'est la capacité de l'écrivain à piéger le désir, à piéger son propre désir d'écrire afin de le retenir le temps nécessaire de l'accomplissement. S'interdire d'écrire semble une méthodologie bien artificielle. Il faudrait, pour pouvoir respecter cette auto-interdiction, qu'elle ait au minimum un sens, une nécessité pour l'écrivain. C'est alors qu'au milieu du silence que je m'impose, de la priorité que je donne à la vie, se fait jour comme une hernie, une érection ou une plaie à gratter, vous choisirez l'image qui vous plaît le mieux, le désir d'inscrire quelque chose quelque part et de regarder la vie à travers le prisme de ce kaléidoscope nouveau, fourni par moi-même à moi-même, comme un secret que je brûlerais de partager et que je finirais bien par gâcher en renonçant à le taire. Je vous remercie.